En réalité, il y a, dans le mot témoin, quelque part, il y a engagement aussi. Parce que quand vous êtes témoin de quelque chose, ensuite, ça vient à vous de rester simple témoin et de dire voilà ce que moi j'ai vu, et après fermer les yeux et partir, ou de dire que j'ai vu ça, j'étais témoin de ça, et je vais continuer jusqu'à ce que je peux de répandre cette idée et essayer de faire quelque chose qui sera bien pour l'humanité, bien pour la société. C'est ça, quelque part, le sens d'engagement. Engagement, c'est de dire que nous ne sommes pas un robot, que nous ne sommes pas une machine, que ce que nous faisons a du sens, en réalité. Donc, d'où la signification dont vous dites témoin engagé, ça vient de... Pour moi, c'est ça la signification. Les ateliers raisins, c'est la suite de 30 ans de travail humanitaire que j'ai fait, que j'ai commencé dans beaucoup de pays du monde, de l'Afrique du Sud, aux Philippines, à Ouganda et surtout en Moyen-Orient, dans les camps de réfugiés et en Afghanistan, quand j'ai créé une association de formation pour les médias. Et quelque part, tout le projet humanitaire que j'ai fait, ça consiste à dire que, l'image est en train de devenir un vrai langage universel. Donc, l'image devient un langage avec lequel on peut communiquer avec le monde entier, presque avec le monde entier. Le deuxième, c'est que il y a une population du monde, une vaste population du monde, que ce soit les populations touchées par les guerres, par les famines, et par les désastres naturels, ou même qui habitent dans nos banlieues ou dans nos cités, dans les villes, qui sont quelque part laissés pour compte, quelque part oubliés, ou ils sont devenus comme le citoyen de deuxième degré. Or, l'information, l'image, communication, culture, ce sont des éléments importants qui peuvent permettre à ces populations de dépasser ces barrières, dépasser ces murs et montrer au monde leurs histoires, leur vie, et leurs soucis, et leurs joies, leurs souffrances. Vous voyez. Donc, une autre raison importante pourquoi je fais ces projets dans des quartiers sensibles ou dans les zones de guerre, c'est que aujourd'hui, nous savons que la meilleure personne pour raconter une histoire, c'est la personne qui le vit, qui est dedans, qui comprend le fond de l'histoire. Donc, en ayant tout ça, en dehors de ces grands projets humanitaires que j'ai lancés, je dis en Afghanistan ou dans les camps de réfugiés, depuis 4 ans bientôt, j'ai commencé un projet qui s'appelle les ateliers RESA, simplement pour travailler dans les banlieues de l'Europe. Une première, commencée il y a 4 ans, c'était dans un banlieue en Sicile, qui s'appelle Librino, L-I-B-R-I-N-O, Librino, voilà, et qui est considéré comme un des banlieues les plus durs de l'Europe, couvert par la mafia, la moitié des hommes sont en prison, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très dur. Et j'ai commencé à former une centaine de jeunes à tous les métiers de médias et photographie. Une centaine de filles, garçons, dans cette banlieue qui est comme un ghetto, qui est fermé, que la police ne rentre pas, que, comme je disais, que c'est vraiment contrôlé par la mafia. D'un seul coup, il y a 100 gamins qui se promènent partout et qui photographient tout et qui voient tout et qui mettent sur Facebook, ils font des sites internet, ils font... Voilà ce que je veux dire. Et grâce à leur travail, on montre par les télévisions, par les expositions,
le résultat de ce travail qui est montré, regardez comment c'est ce quartier. Ce n'est pas un coupe-gorge, ce n'est pas un lieu que tout le monde est dangereux, c'est comme partout ailleurs. Et ce projet de Sicile, qui était un projet pilote, cette année, nous avons mis à l'œuvre dans le quartier Mirail de Toulouse. Et cette fois-ci, c'était avec 50 jeunes de Toulouse que nous avons formés. Et évidemment, chaque fois, j'essaye, avant d'aller vers le jeune, de préparer le terrain, de voir les associations, de voir les autorités pour préparer le terrain, mais aussi de former les photographes locaux. Donc, je travaille avec le photographe professionnel de chaque pays, de chaque ville. Je les forme pour qu'eux deviennent des formateurs. Et pour créer un réseau local entre les jeunes et les photographes locaux. Absolument. Et c'est grâce aux photographes locaux qu'après, je continue de travailler, être en contact avec ces jeunes de ces banlieues. En général, j'entends beaucoup ces mots qui disent que le photojournalisme est mort. Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, ils ne regardent pas juste un peu derrière pour voir qu'est-ce que c'est le photojournalisme. Où est-ce que c'est le photojournalisme? En réalité, photojournalisme, c'est raconter notre vie quotidienne en images. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, et l'outil, c'est cet appareil photographique. On fait ça. Mais raconter la vie quotidienne en images, ça ne date pas de l'invention de l'appareil photographique. Ça date de 43 000 ans dans les grottes au sud de France, quand on voit les premières peintures, le dessin. Ça, c'est les premiers photojournalistes de leurs époques. Sauf qu'à ce moment-là, l'outil, ce n'était pas un appareil photo, c'était une peinture. Donc, on ne sait pas même pas comment ils ont fait. Ils ont projeté, on dirait, peinture sur le bois. Vous voyez? Donc ça, c'est les premières personnes qui ont commencé à illustrer la vie quotidienne de leurs époques. Et vous continuez, vous venez, vous trouvez, il y a 12 000 ans, il y a 15 000 ans, sur les rochers en Sahara, en Algérie, ou à Bakou, en Azerbaïdjan, vous trouvez les dessins sur les rochers, il y a de 12-15 000 ans, qui montrent un peu les gens qui ont venu, comment étaient les gens. Donc ça aussi, c'était des photojournalistes. Vous continuez, vous arrivez il y a 4500 ans, autour le temps des pharaons. Partout vous allez en Égypte aujourd'hui, dans le sous-sol des pyramides, qu'est-ce que vous voyez? On voit les images, de la vie quotidienne des gens. Donc là, c'est les photojournalistes de l'époque. Et on continue comme ça, on trouve les illustrateurs, Gustave Doré et plein d'autres, comme ça, des illustrateurs, des peintres qui étaient là. Il accompagnait des fois les expéditions de Napoléon et autres. Qu'est-ce qu'il faisait ça? Il photographiait le quotidien. Sauf que comme il n'y avait pas l'appareil photo, on les appelait des illustrateurs, des peintres et autres. Il n'y a que seulement 150 ans qu'il y avait cet appareil qui était inventé. Il n'y a que même pas, je ne sais même pas si 60 ans ou 70 ans que ce mot reporter photographe était inventé. Pourquoi était inventé? Parce qu'il y avait des journaux, la presse, dans lesquels on publiait nos photos. Donc, c'était plus les murs de grottes, c'était plus les murs de pyramides, c'est les papiers. Mais de la même façon que le temps de Pharaon, finalement, c'est disparu et qu'il n'y a plus personne qui continue à faire les mêmes dessins au temps de Pharaon, de la même façon que l'illustration des journaux est finie et que l'appareil est venu, ce papier est en train de disparaître. Le papier, le journal disparaît, le journal qui meurt, pas le photojournalisme. Et ça, donc, les gens ils ne comprennent pas, ils croient que
si le support est fini, mais non, au contraire, le support a changé déjà. Le support n'est plus ça. Là, vous faites combien de pages par jour? 48 pages. 48 pages. Vous multipliez par. Là, si je travaillais, mais le Zaman Internet, vous avez combien de pages? Ouais. Des millions de pages. 300 000 pages. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le papier, même si ça disparaît, il y a 48 pages qui vont disparaître. Mais on va avoir 48 000 pages sur le site. Donc, au contraire, moi je crois que le photojournalisme, l'âge d'or du photojournalisme, ça n'est qu'au début. Ça ne fait que commencer. Parce que ça nous donne le moyen, la possibilité de publier dans le million de pages d'Internet, au lieu de milliers de pages ou des dizaines de pages de journaux. Essence même de l'art, quelque part, c'est, je dirais, unification de l'humanité. C'est tout ce que un artiste il essaie d'expliquer le monde, il essaie d'être imprégné, mais finalement, il essaie d'arriver à un moment où ses paroles ou ses œuvres, ils aideront l'humanité à avancer, ils aideront l'humanité à avancer vers une meilleure vie, vers une perfection. Parmi les grands artistes qui ont venu au monde, parmi les grands artistes qui ont eu des œuvres partout dans le monde, évidemment, né en Iran, à Tabriz, je ne dis même pas à quel âge j'ai commencé à entendre les poèmes de Maulana, mais on ne peut pas ne pas l'entendre, aussi bien de ses poèmes que ses pensées, et surtout que, comme il écrit en persan, le persan c'était la langue en Iran où on étudiait, en langue persane, ça a une résonance très très forte, poétique, ses paroles, tout ce qu'il raconte. Donc, c'est pas pour les élites, même pour tout le monde. On entend très bien, on comprend très bien, même enfant. Donc, à partir de cet âge, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne me souviens plus, mais c'est les poèmes de Maulana avec les poèmes des autres poèmes, que ce soit Hafez, Saadi ou Shahriar, qui était notre poète en langue azerbaïdjanaise, Shahriar que j'ai connu quand j'étais petit enfant. Tous ces poètes, avec leurs paroles, quelque part, ils m'ont aidé à comprendre la vie et l'histoire du monde. Mais Mevlana a un effet plus important parce que finalement, c'est ce que je ne dis pas que ce que je pense, c'est que finalement j'ai compris dans mon humble connaissance du monde ce que Mevlana il disait, qu'il dit, il continue à dire, et je continue à comprendre, c'est vraiment l'essence même de l'humanité. C'est que, juste pour comprendre cette attitude importante, je ne sais pas si c'est un fait historique ou non, mais c'est raconté beaucoup. Donc, c'est que le jour de mort de Mevlana, il y a eu des représentants de chiites, de sunnis, de chrétiens et des juifs qui sont venus en disant « lui est un de nous et on veut emmener enterrer dans notre cimetière ». Vous voyez quelle histoire? C'est magnifique. Et que finalement, il est entré dans une école. C'est là où il est enterré aujourd'hui, c'était son école. Oui, c'était. C'est l'école. Donc, même si cette histoire, historiquement, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ça montre exactement ce qui est une meilleure pensée et une meilleure pensée de l'humanité. Certainement, nous allons arriver à un moment dans l'histoire de l'humanité, peut-être dans 500 ans, peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, à ce qu'on nous regardons derrière en disant ah, qu'est-ce que nous étions des barbares le 21e siècle. Les chiites se battaient contre les sunnis, les chrétiens contre les juifs contre les musulmans. Oh,
Mais finalement, il y a un seul Dieu. Tout le monde parle au nom du même Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais bon, nos ancêtres, c'était des barbares. Ils se battaient pour le même Dieu, ils se tuaient pour le même Dieu. Et on va y arriver. Et Mevlana, c'est une des précurseurs de cette pensée universelle. Ah. Comment on peut parler d'un grand seigneur? Gokshin, c'était, il restera le grand seigneur de photojournalisme dans le monde. Gokshin a formé peut-être plus de moitié de meilleurs photographes aujourd'hui dans ma génération du monde. La moitié, plus de moitié. Gokshin, c'est quelqu'un qui a donné une lettre de noblesse aux photographies et au photojournalisme. Moi, je me souviens ces combats quotidiens pour garder si pas, pour continuer. Et que combien de fois on disait, mais pourquoi vous ne demandez pas aux amis turcs et aux Turquie vous aider? Parce que vous êtes le meilleur communication au nom de la Turquie, pour la Turquie, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous faites, c'est inimaginable pour la Turquie et tout ça. Et ils nous regardaient, ils disaient, mais vous ne comprenez pas la politique, le gouvernement, et leurs pensées. Et finalement, personne n'a aidé, vous voyez ce que je veux dire? Personne. Mais il a continué jusqu'à la fin de son combat qui était former les jeunes, s'occuper de ce que pour lui, c'était le journalisme, le photojournalisme, essayer toujours d'avoir les meilleures nouvelles et les bonnes nouvelles et être en première. C'était un vrai seigneur au terme noble de... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Par mes origines et aussi pour des intérêts personnels, la Turquie, c'est un pays important pour moi, aussi bien personnel que pour le photojournaliste que je suis. Surtout comme j'ai dû quitter l'Iran en 1981, un an après l'arrivée du régime islamique en Iran, qui était anti-culture, anti-art, anti-journalisme, et que c'était impossible pour moi de pouvoir exercer. Mais j'étais emprisonné au temps du Shah. Ah, d'accord. Au temps du Shah pendant 3 ans. Avant la Révolution. Avant la Révolution. Justement, j'étais dans l'opposition au régime du Shah, j'étais à l'université pour mes photographies et j'étais arrêté et mis 3 ans en prison. Mais après, à l'arrivée de la République islamique, c'était encore pire. La situation est devenue encore pire, plus grave pour tous les artistes, pour beaucoup de gens, enfin, qui veulent parler de liberté, tout court et tout simple. Donc j'ai dû quitter l'Iran et Turquie, comme Azerbaïdjan, comme Liban, comme Afghanistan, ce sont devenus des pays que j'ai passé plus de temps parce que finalement c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes, quelque part les langues que je connais. Donc ça, et le tout premier, c'était en 81, c'est juste le moment de coup d'État de général Evren Khan, voilà. Et c'était le début de la guerre Iran-Irak aussi. Donc ça, c'était mon première rencontre avec la Turquie. Ensuite, j'ai fait plusieurs séjours, mais pas vraiment un vrai reportage. Le vrai reportage, j'ai commencé en 93. Pendant 6 mois, j'ai voyagé
photographié presque, enfin 6 mois c'est peu pour dire presque partout. Mais en tout cas, ça m'a permis de connaître bien la Turquie, des villes, des villages, des régions, des montagnes, des mers et tout ça. Donc c'était pour le National Geographic. Et que j'ai publié, ça doit être une des... Vous voyez, c'est marqué Turquie là-bas. Oui, ouais, je vois. En haut, là-bas. Ça, c'est en haut à droite. Ben, ça, c'était un sujet avec le couverture de Dervish Turnor en rouge. Oui, C'est celle-là que... c'est une photo très emblématique qui est toujours utilisée. Oui, pour ben les c'est, portraits. vous prenez là, c'est sur la couverture là. Si vous prenez ça, voilà, c'est celle-là. Ça, c'est mon premier sujet sur la Turquie. Voilà, c'est celle-là. Et j'ai travaillé pendant 6 mois en 93 et finalement, c'était paru en mai avec cette photo de Dervish que j'ai fait à Galata. Ouais. En... Qui est très, très connu. Celle-là, oui, 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 oui. Presque c'est devenu la photo la plus connue des Dervish Turnor dans le monde. Ouais. Et c'était une quarantaine de pages sur la Turquie de l'époque qu'on peut voir. Vous voyez, pour moi, enfin, le concept de ce travail en 93, ce que je faisais, c'était de dire que il y a une nouvelle force qui est en train de monter en Turquie, qui était le parti Rifah. Vous vous souvenez de Oui, ça? oui, bien sûr. Et donc, il y a une struggle for balance qui est en train de se faire en Turquie, entre le Séculaire. séculaire et les partis Rifah et ceux qui viendraient après. C'était déjà depuis 93. Moi, j'étais une des premières qui a commencé à parler le grand changement de gouvernement qui va arriver en Turquie. Je prédisais arriver de l'effort au parti, prendre le gouvernement et tout ça en 93, je disais ça. Et ça, c'était le symbole de cette bataille De combat. voilà, entre les deux groupes. Enfin, on l'a déjà vu aussi il y a quelques mois en place Taksim. C'était un peu les mêmes formes d'arrivée des jeunes. C'est toujours la continuation des mêmes combats. C'est la connotation exactement. Voilà, c'est exactement le même parce que le changement social, ça prend plusieurs générations. Et c'est pas parce que le RIFA, il a pris, la municipalité, après il a pris le pouvoir et qu'ils ont gardé la main sur le pouvoir que tout est fini et que, allez hop, on a la Turquie dans la poche et tout ça. Non, non, c'est tous les jours, il faut que, comment dirais-je, voir le demande des gens, qu'est-ce qu'ils veulent. C'était une, une, une alerte pour le gouvernement de M. Erdogan, ce qui s'est passé en Turquie, parce que depuis le temps que j'ai continué ensuite à aller pour ce reportage et plusieurs fois après, en réalité, j'ai dû faire 3 sujets pour le National Geographic. Il y avait ça, et un deuxième, c'était sur le tremblement de terre en 99. Oui. Izmit, Kucak. À Izmit, Kucak, Istanbul, après. Et ça, c'était un autre sujet où non seulement j'ai photographié les effets de tremblement de terre, mais aussi j'ai fait un travail historique important sur les 2000 ans en Turquie en disant que comment les tremblements de terre ils ont emmené des changements sociaux en Turquie, ou des fois même des changements de gouvernement. Les effets géopolitiques d'un désastre naturel, qu'est-ce que ça peut être? Et ça, c'était un sujet que, là aussi, ça doit être quelque part là, sur le tremblement. Et le troisième sujet, pendant 4 ans, j'ai suivi, évidemment, en différentes périodes, le voyage d'Abraham, Khalilullah, le grand prophète, le fondateur de 3 religions. Enfin, et j'ai voyagé dans tous selon les 3 livres. Chaque livre, il a une tragédie différente pour Abraham. Vous voyez ce que je veux dire?
Le Coran, il dit quelque chose, le Torah, il dit quelque chose d'autre, la Bible, il dit autre chose. Donc, j'ai suivi ce voyage d'Abraham pour en faire une seule, unique histoire, dans la même idée qu'on parlait de Rumi, en disant qu'attention, toutes les religions, vous voyez, le fondateur de tous les trois, c'est une seule personne. On est tous descendants d'une seule personne, une seule pensée. Donc ça, c'était aussi dans ce concept. Donc ces trois sujets pour le National Geographic, certainement, si vous comptez que chacun, ça m'a pris 6 mois, ça fait déjà 1 an et demi de passer en Turquie, voyager, de voir ça. Mais en dehors de ça, j'ai eu plusieurs courts reportages, comme c'était pour les Amandes, pour les 25 ans de journal Zaman, qu'ils avaient invité 25 photographes, où chacun il photographiait 3-4 jours de travail, et moi j'étais invité pour faire ça. Je suis parti plusieurs fois pour donner des conférences à Mimar Sinan ou d'autres universités qui m'avaient invité de parler aux étudiants, de montrer des conférences. Donc oui, quelque part, la Turquie est devenue, avec Afghanistan, avec Azerbaïdjan, ma deuxième partie, enfin, comme je ne retourne pas en Iran depuis 81, je passe beaucoup en Turquie, en Azerbaïdjan, en Afghanistan, et évidemment, ici à Paris, que je passe quelques temps aussi. Je ne vous cache pas que dans mes voyages, surtout dans le printemps arabe, dans beaucoup de pays ailleurs, beaucoup de gens, aussi bien en Europe, aux États-Unis, ils ont un grand espoir envers la Turquie. Ils ont cet espoir, beaucoup de musulmans, que finalement la Turquie peut devenir un modèle intermédiaire entre l'islam de Khomeini, l'islam ou Taliban et la modernité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'islam du Shah d'Iran ou Moubarak. Si on veut comparer, c'est entre Taliban et Shah d'Iran ou Moubarak, il y avait une grande différence. Et que tout le monde cherche ce modèle. Et pendant longtemps, on a eu cet espoir, on l'a toujours beaucoup, que Turquie peut devenir un modèle pour ça. D'où j'ai dit, c'est important que le régime en Turquie, il réfléchit qu'il peut devenir ce modèle, il peut devenir le porte-drapeau de tout le monde musulman pour la démocratie, enfin, ou une avance vers la modernité. Il a la capacité, parce que tout le monde le regarde. On dit, monsieur, oui, on a espoir en vous, mais restez à votre place qui nous donne l'espoir. Ne devenez pas comme n'importe quelle petite dictature. Ce n'est pas votre rôle. Vous deviez vous placer plus haut. Vous deviez vous placer plus haut parce que le monde entier vous regarde comme exemple. Et bien quand le monde entier vous regarde comme exemple, vous n'avez pas droit à l'erreur quelque part. Vous deviez vous porter comme l'espoir des gens aussi. Donc c'est pour ça que cette bataille continue encore. Une première grand danger que j'ai vu que beaucoup de ces gens qui prennent le pouvoir, ça les arrive, c'est cette folie de pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un virus, c'est comme une maladie, quelque part. Voilà ce que je veux dire. Et ça, je le dis pas scientifiquement, personne aucun scientifique n'a dit ça, mais comme je l'ai vu chez des centaines des hommes ou des femmes qui ont pris au pouvoir et qui étaient atteints par cette maladie, donc c'est très important de dire que, toujours de dire que, attention, le pouvoir peut rendre fou. Et la personne qui est au pouvoir peut dire des mots, peut dire des actions qui n'est pas humaine, que si même lui-même, à un moment, il se réveille de cette maladie, il va se rendre compte que, mais comment moi, un homme tellement bien éduqué, un homme pieux, un homme qui fait ses 5 fois ses prières et tout ça,
a pu donner un tel ordre, a pu faire ce genre de choses. Donc, on n'est pas encore arrivé en Turquie, pour moi, aujourd'hui, à une stabilité. Cette lutte, ça continue encore. J'ai connu Massoud en 1985, dans les montagnes de l'Afghanistan, dans la vallée du Panjshir, sous le bombardement russe, un moment où il y avait à peine quelques centaines d'hommes qui étaient autour de lui, et devant lui, il y avait la plus grande armée du monde, l'armée de Russie, avec 100 000 soldats. Je ne parle même pas du nombre des avions, des chars, et tout ce qu'ils avaient. Lui, imaginez une centaine des hommes, et en face, il y a 100 000. Et il disait, non, 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 ne vous inquiétez pas, on va les battre. Comment vous, devant un homme comme ça, qui, quand vous dites que, mais attendez, vous savez que vous avez 100 hommes, mais ils sont 100 000. Ne vous inquiétez pas. Nous, on a la force, on a le foi, on a la force, on a Iman, on va le battre, ne vous inquiétez pas. Il l'a fait, c'est ce que je veux dire. Il l'a fait. Mais mon relation avec l'Afghanistan, ce n'était pas seulement ces 17 ans de ce 85 jusqu'à quelque temps avant sa mort et les reportages et les films pour le National Geographic que j'ai fait, c'est aussi un travail constant sur ces 30 ans de guerre en Afghanistan, que ce soit la guerre contre les Russes, que ce soit la guerre civile, que ce soit la guerre contre les coalitions, comme on appelle ça maintenant. À l'époque, pour ne pas dire les Russes, on disait Union soviétique, pour ne pas dire que c'est les Russes qui attaquent. Aujourd'hui, pour ne pas dire les Américains, on dit coalition internationale. Oui, c'est un peu la même histoire, mais ça se passe la même chose. C'est juste pour ne pas dire les Américains, on dit les alliés ou la coalition internationale. Et on continue à faire la même chose. Et à un moment, je me suis dit, Internet, il est là, ça nous donne la possibilité, quelque chose de très important. Première, c'est que c'est vrai que au début, je vais en tant que photographe. Après, je vais faire des films. Après, je fais des livres. J'écris des choses. Mais tous ces matériels, d'une part, ils sont éparpillés. Les photos, ils ont publié dans quelques journaux, dans les livres, les textes dans quelques journaux, dans quelques livres, les films dans les DVD. Mais j'ai plein d'autres histoires. J'ai plein d'autres photos. J'ai plein d'autres récits de ma relation avec Massoud, avec Afghanistan. Donc, comment je peux le mettre tout ça ensemble? Évidemment, la réponse est Internet. De créer une vraie application, livre numérique forte, comme un web documentaire où ça permettra à la personne de rentrer dedans et voyager en Afghanistan pour poser la question et autre. Ça, c'est une première. La deuxième, qui est très importante pour moi, de dire, c'est très bien de publier tout ça en français, en anglais, en allemand, en espagnol, mais j'ai envie que les Afghans aussi, ils voient ça. Vous savez très bien que économiquement, c'est impossible d'imprimer tout ça en langue afghane pour les Afghans. Mais en turc, si je le fais, je sais qu'il n'y aura pas financièrement, il n'y aura pas. Mais Internet, ça vous donne la possibilité. Donc, je suis en train de créer quelque chose avec plusieurs langues. Dari, qui est la langue afghane, pashto, ourdou, français, anglais, peut-être turc, peut-être arabe, enfin, vous voyez, et c'est ça le projet qu'on est en train de faire. Merci. Merci beaucoup.